Bonjour à tous. Bonjour à tous. Anne-Sophie Lavelle, je suis Head of Product chez Back Market et je gère au sein de mon périmètre notamment deux équipes IA. Petit rappel en 2 minutes, Back Market, c'est une marketplace de produits électroniques reconditionnés. Donc nous mettons en relation des marchands reconditionneurs avec des clients comme vous et moi. Notre mission, c'est de réduire au maximum l'impact l'impact énergétique lié à l'achat de vos appareils électroniques en réduisant en moyenne 90% les émissions de CO2, les dépenses de déchets électroniques et l'eau utilisée pour l'achat de vos appareils électroniques. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous raconter l'histoire de comment on a scalé l'IA à Back Market. Et du coup, par scaler, qu'est-ce que j'entends? Quand je suis arrivée chez Back Market, il y a bientôt 5 ans maintenant, on avait une équipe data science dont j'étais la product manager. Aujourd'hui, on en a 3. Quand je suis arrivée il y a 5 ans, on avait une application, donc une feature produit basée sur du machine learning. Aujourd'hui, on en a 17 qui sont en production et qui ont un impact business prouvé. Dans le titre de ma présentation, je vous parle de profit, donc je vous parle de revenus. Certes, on a un impact en termes de revenus avec toutes ces applications, mais on a aussi de la satisfaction client supplémentaire, de la satisfaction marchand et des commandes de produits électroniques de moins en moins défectueux. Donc, si vous avez un chiffre à retenir, en 5 ans, avec nos applications IA, on a divisé par 3 le nombre de commandes défectueuses de produits reconditionnés sur Back Market. Donc, si vous avez un moment où vous devez acheter chez nous, c'est maintenant. On n'a jamais été aussi bon. Également, je suis là pour vous parler donc, des 17 applications où on a réussi, donc, où on a des applications qui sont live, mais aussi des 3 cas que je mentionnerai d'applications où on a décidé de killer puisqu'on avait un impact business qui n'était pas suffisant et donc trop de complexité ramenée par l'IA et il valait mieux faire quelque chose de beaucoup plus facile. Je vais vous parler aujourd'hui de 3 grandes vérités, donc 3 grands principes qui nous ont permis de scaler et de réussir au cours de ces 5 dernières années. La première que je vais aborder, c'est Be User-Centric, not AI-Centric. La seconde, c'est Empower Your Team. Et la troisième, c'est Data First, AI Next. La première, Be User-Centric, not AI-Centric. Pour vous parler de celle-ci, je vais revenir un petit peu sur toutes les étapes de Back Market. Je vais revenir également, je vais commencer par ce que c'est vraiment Back Market. Donc en 2021, quand je suis arrivée, on avait déjà plus de 5 ans, on avait construit tous les gros fondamentaux d'une grosse marketplace tech et désormais on voulait mettre de la data science pour optimiser un peu le fondamental, donc le basique, c'est-à-dire quel supply, quel produit on offre à nos clients. Donc c'était l'ère de la supply et pour vous l'expliquer, je vais revenir un petit peu sur notre concept fondamental qui est la back box. Quand vous achetez une référence produit, donc une référence d'iPhone sur Back Market, vous allez voir une unique page produit, donc une unique offre qu'on vous propose. En revanche, moi, derrière ça, j'ai potentiellement 70 marchands qui se battent pour vendre sur Back Market en temps réel. On va avoir un seul marchand qu'on va pousser, et ça, c'est grâce à l'algorithme de la back box. Concrètement, on va prédire pour chacune de ces offres proposées par chacun de ces marchands la qualité de cette offre, donc la qualité de cet iPhone, et on va pousser l'offre qui a la qualité prédite la plus importante. Donc, ce qu'on veut, au final, c'est vous proposer la meilleure offre en termes de qualité et de prix. Si un marchand a une très bonne qualité prédite, il pourra vendre un peu plus cher que les autres. Si un marchand a une mauvaise qualité, il devra baisser son prix pour pouvoir gagner le fait de vendre sur Back Market. Et si un marchand a une trop mauvaise qualité, il sera suspendu automatiquement. Donc, grâce à ça, on a réduit le taux de commandes défectueuses sur Back Market de 12% à 4% en 5 ans. Tandis que nos commandes continuaient à croître pour atteindre quasiment 10 millions aujourd'hui. Le deuxième point, donc la deuxième grande ère de Back Market, ça a été l'ère du care pour l'IA. Donc on a continué à faire plein de cas d'usage, surtout autour de la supply. Et fin 2022, on se rend compte qu'on a du mal à maîtriser la satisfaction de nos clients sur la partie service client. Donc quand quelqu'un achète un téléphone et a un problème, il va ouvrir un ticket et il va attendre une réponse. Et là-dessus, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué de capter qui étaient nos clients très mécontents et de leur répondre au mieux. Et donc, je vais vous parler d'un cas d'usage qu'on a développé, qui est celui de la 6 cents. Donc, en 2022, pour comprendre la satisfaction de nos clients, on se basait sur une enquête de satisfaction qu'on envoyait par mail.
mais auxquels moins de 10% de nos utilisateurs répondaient. Donc on avait 90% des gens pour lesquels on ne savait pas du tout s'ils étaient contents ou pas de ce qu'on leur proposait. Et donc on a créé la C-Sense, la première métrique uniquement basée sur de l'IA, qui vient scanner chaque message qui arrive dans notre service client en temps réel et donner un score de satisfaction entre 0 et 100. À partir de là, tous nos clients très mécontents, on va venir les prioriser leurs tickets et escalader à nos meilleurs agents du Customer Care. Grâce à ça, on a pu répondre beaucoup mieux aux 5% de nos pires clients, qu'on appelle les strong detractors, nos pires en termes de satisfaction, excusez-moi, mais les gens les moins contents en tout cas, et d'améliorer leur score C-Sense, et du coup au final d'avoir une amélioration globale de 9 points sur une moyenne qui était à 84. Donc ça a été un énorme impact en peu de temps, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas juste demandé à ChatGPT de nous sortir un score entre 0 et 100, on ne l'a pas laissé faire tout seul, on a corrélé cette métrique, on l'a entraînée et on l'a corrélée à un taux de réachat à 2 ans de back market. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un client qui a une CSAT de 0, donc qui est très mécontent lorsqu'on lui répond, va avoir un taux de repurchase rate d'environ 15%. En revanche, si on arrive à bien lui répondre et à bien traiter son problème, il va avoir un score de 100 et alors il aura un taux de repurchase sur back market d'environ 40%. Donc on atteint quasiment des taux de repurchase de personnes qui n'ont eu aucun problème. Ça, le fait de le corréler à un taux de repurchase, ça a rendu la métrique extrêmement tangible et quantifiable pour les équipes business. Et c'est aujourd'hui devenu la North Star métrique pour toutes les équipes business et ops care de back market. Donc c'était l'ère du care, on a fait ça. C'était également le moment où on a recruté de plus en plus de profils data scientists, où on a adressé de plus en plus de use cases. Et une troisième grande partie qui est arrivée l'an dernier, donc on est sur l'ère du new shopping ou l'ère de l'agentic. On sait qu'on est sur un business de la marketplace où, pour créer une confiance envers le reconditionné et pour communiquer notre image de marque, on a tout intérêt à faire venir les gens sur notre site. Ce n'est plus le cas, il va falloir qu'on s'adapte. Et donc, c'est l'heure du new shopping. C'est l'ère où on travaille de plus en plus sur des problématiques de GIO, donc Generative AI Engine Optimization. On travaille également sur des problématiques de shopping assistant, donc comment on vient créer nos propres agents pour notre app bientôt sur notre site. Mais à travers ça, la réalité, c'est qu'on ne veut pas créer des apps pour notre site, on veut se préparer d'un point de vue tech pour lancer les meilleures apps qui seront directement dans les plateformes de GenAI et permettre à nos clients de découvrir le domaine du reconditionné, découvrir back markets, comparer nos produits et acheter depuis ces plateformes. Donc voilà les 3 grandes aires qu'on a traversées avec les équipes IA. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'en fait, je vous l'ai présenté de façon chronologique, mais si je classe mes différents cas d'usage IA, si j'essaye de les classer, tous les produits qu'on a fait IA, Data Science avec Back Market ne font que répondre à nos grands objectifs de l'entreprise. On a 3 OKR, on a 3 objectifs. Le premier, c'est de encourager vous, clients, à acheter du reconditionné, donc driver de la demande sur notre site. Le second, c'est de fournir la meilleure offre en termes de qualité et en termes de prix. La troisième, c'est de répondre au mieux au service client pour toujours générer cette confiance dans nos produits. Et tous mes cas d'usage, les 17 dont je parlais, répondent à l'un de ces 3 objectifs. Donc au final, ça rejoint mon titre « Be user-centric, not AI-centric ». On n'a pas tenté de répondre et de suivre une technologie, on a uniquement répondu aux problèmes de notre entreprise. Et évidemment, la façon dont on y répond va suivre l'évolution de la technologie, l'arrivée des GenAI, de l'agentic, etc. Mais ce n'était pas le but premier. Toujours dans le Be user-centric, not AI-centric, la petite recommandation que je pourrais vous faire, c'est de construire tous les produits qui vont être très spécifiques à votre domaine et qui vont être des cœurs différenciateurs par rapport à vos compétiteurs. Donc, essayez de construire ce qui vous différencie. C'est l'exemple de la CSAT que je vous disais tout à l'heure. On a construit un score de satisfaction, mais on voulait qu'il soit corrélé à notre taux de repurchase, donc on l'a construit nous-mêmes, parce que c'était spécifique à back market. En revanche, on n'hésite pas non plus à acheter lorsqu'on a peu de valeur à y aller nous-mêmes. Par exemple, sur le Customer Care, ce qui est du résumé, summarization de claim, ou venir avoir des suggestions de réponses que l'on va pousser à nos agents du Customer Care, ça, on va se baser sur FinAI, la partie agent d'Intercom, qui le fera bien mieux que nous. Le troisième point, c'est ne pas hésiter à dropper.
Donc on l'a fait assez rapidement 2 fois au cours de cette dernière année sur des cas d'usage où en fait utiliser des règles simples et apporter autant de valeur qu'utiliser de l'IA. On l'a fait un peu moins rapidement une première fois en 2022 où on a travaillé pendant 6 mois sur un algo qui n'a pas fonctionné, qu'on a décidé de killer parce qu'il ramenait trop de complexité. Et à l'époque, on avait des cycles itératifs beaucoup plus longs. Donc ça a été long, 6 mois, mais il vaut mieux tard que jamais. Donc voilà pour cette première partie, Be User-Centric, Not AI-Centric. Le deuxième point, c'est Empower Your Team. Qu'est-ce que ça veut dire? Redonner le pouvoir à vos équipes sur la partie IA. N'ayez pas d'équipe IA centrale qui garde tout le knowledge, qui va développer tous les cas d'usage, si vous voulez ne pas être dépassé. Encore une fois, je vais vous partager une approche assez chronologique de Back Market. Donc en 2021, on avait une équipe qui ne s'appelait pas du tout équipe Data Science. C'était l'équipe Backbox, du nom de l'algorithme dont je vous parlais tout à l'heure. Donc l'équipe Backbox au sein de la Tribe Supply, donc l'expérience de nos marchands, travaille uniquement là-dessus. Pendant 1 an, on n'a fait que ça. 2022, on se rend compte que notre produit est assez mature et qu'on a tout intérêt à venir aider les autres équipes, les autres tribes ou les autres équipes produits à développer des produits basés sur de l'IA plutôt que se focus sur notre produit. Donc à ce moment-là, 2022, on reste l'équipe Backbox, on s'en fout un peu du nom, on reste dans la Tribe Supply, mais on commence à faire de la finance, Search and Recommendation, du Customer Care, etc. On reste comme ça entre 2021 et 2024. L'équipe grossit. En 2024, on a 11 ingénieurs à l'intérieur, donc 11 data scientists et machine learning engineers et back-end. Ça devient trop gros. Si on veut couvrir des nouveaux cas d'usage, on doit se splitter. Donc de là, on garde cette équipe très orientée supply et on crée une deuxième équipe AI Core. Donc la moitié de l'équipe s'en va. On recrute un peu et on crée une équipe qui sera assez centrale, dont je vais vous parler tout à l'heure, et qui va aborder tous les cas d'usage qui ne sont pas supply. 2026, donc début de l'année, on se rend compte que dans l'équipe AI Core, on a environ 70% de nos cas d'usage qui sont du Customer Care et qu'en face, on travaille avec des équipes business et produit care qui ont une très forte maturité IA parce que ça fait 2 ans qu'ils travaillent avec nous, donc ils savent exactement de quoi on parle. Et ils ont une connaissance de leur domaine bien meilleure que nous, donc on a tout intérêt à leur donner la main. Et du coup, on crée une nouvelle squad, AI for Care, qui part chez eux, dont je ne suis plus du tout responsable, et qui va travailler sur tous ces sujets d'IA dans le Customer Care. Et on refocus AI Core sur la suite. Donc voilà, ce que je voulais vous raconter par là, c'est qu'on n'a pas essayé de créer des schémas d'organisation hyper complexes, ni quoi que ce soit. On ne s'est pas trop posé de questions. On a juste avancé en fonction de ce qu'on nous demandait de faire et où est-ce qu'on pouvait apporter de la valeur. Je vais également vous parler un peu plus du rôle de la AI Core Team qu'on a aujourd'hui. Cette équipe, elle a un rôle premièrement d'enabler, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui va développer, donc mettre en place et former tout le reste de l'entreprise sur tous les outils de GenAI tels que Dust, Cloud Code, Lovable, etc. Donc on a une équipe qui développe ces outils et on a aussi également désigné des AI Builders, donc des gens dans les équipes produits et business qui étaient prêts, qui avaient envie de construire des agents, et du coup, c'est un petit peu nos relais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ce qu'on leur dit, c'est dès que vous avez une idée, un concept produit où vous pensez que l'IA va apporter de la valeur, allez-y, construisez vos agents, utilisez Dust, faites ce que vous pouvez de votre côté. Et si jamais un jour vous avez envie d'aller plus loin, vous avez besoin de mettre quelque chose en production dans le produit pour vos utilisateurs, vendeurs ou clients, et Dust ne suffit plus, revenez nous voir. Et dans ce cas-là, on jouera le rôle d'incubateur. C'est-à-dire que pour tous les produits qui ne vont pas être du care ou de la supply, donc on n'a pas d'équipe dédiée, on viendra jouer le rôle d'incubateur, on développera des algos en machine learning, on développera des prompts en IA, etc. On mettra des choses en prod pour vous et on travaillera ensemble. Ça, c'était un petit peu notre modèle. Je vais vous donner un exemple sur un cas d'usage de back market, c'est celui de la fraude. Donc en 2022, on vient nous voir, l'équipe IA, et déjà ce qui se passe en 2022, c'est qu'on a de plus en plus de clients fraudeurs qui vont venir acheter sur back market et déclarer un problème, déclarer qu'ils n'ont jamais reçu leur téléphone de façon à se faire rembourser. Donc ils vont contacter notre service client, dire j'ai jamais rien reçu et se faire rembourser. Ça devient un problème assez critique puisqu'il y a des réseaux sur Telegram qui viennent nous attaquer, etc. Donc on a besoin de mieux détecter la fraude client. Donc les équipes fraude viennent nous voir et nous demandent de faire un algorithme, sauf que c'est un pattern client qu'on vient à peine de découvrir. Et du coup, on a uniquement 600 cas
que l'on a flaguées comme fraude confirmée ou non, sur lequel se baser. Donc largement, enfin pas du tout assez pour un modèle pour apprendre et pour prendre une bonne décision. Donc on leur dit non, on leur dit de commencer avec une approche assez simple, rule-based, où ils doivent développer un arbre de décision avec juste des règles SQL pour déterminer si un client est un fraudeur ou non, en se basant sur les informations de ce client, en se basant sur les informations de la commande ou du produit. Donc ils commencent de leur côté. Ça dure de 2022 à 2024 et ils arrivent à capturer déjà 2 millions d'euros de fraude. Donc c'est déjà très bien, sans IA, avec un produit data. 2025, on installe Dust et on a des Dust Builders, des AI Builders au sein de l'équipe fraude. Et ils se rendent compte que dans cet arbre de décision SQL, on ne prend pas du tout en compte le contenu de la conversation avec le service client. Le moment où le client a dit attendez, remboursez-moi, j'ai jamais rien reçu, etc. Et on se dit que dans cette conversation, on va pouvoir détecter des patterns de fraude également, qu'on n'a pas dans le premier POC. Et du coup, il crée un agent Dust qui vient scanner les conversations et détecter des patterns frauduleux. Donc il y a encore une étape manuelle où on vient leur répondre après, mais on arrive à capturer 200 000 euros de fraude supplémentaire. Donc deuxième étape, c'est les business teams. On n'est toujours pas dans le game avec l'équipe AI Core, c'est eux qui font tout. Et ensuite, ils viennent nous voir début 2026, et là, pour la première fois, on considère qu'on est assez mature, il est temps de venir créer notre propre modèle AI de détection de fraude, puisque on pense qu'on sera capable de faire mieux. On relie un peu leur requête SQL, les agents Dust, et on sait qu'on fera mieux. Et du coup, on crée notre premier modèle de ML de détection de fraude, où on va avoir des features qui sont les mêmes que celles qu'on retrouvait au début, donc des critères du client, des critères de la commande, mais on va également avoir une feature basée sur des LLM qui vient scanner la conversation et prendre une décision. Et là-dessus, on regagne 400 000 euros de fraude supplémentaire. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que ça a été quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes. Et les premières étapes, ce n'est pas des équipes IA, ce n'est pas des data scientists qui les ont fait. Nous, on est arrivé à la fin, mais on avait déjà toute une... On a vraiment arrivé en fin de chaîne. Voilà pour le second point, Empower Your Team. Le troisième, c'est Data First, AI Next. Je suis désolée, en fin de journée, ça paraît peut-être classique. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vos IA ne seront jamais très performantes si la qualité de vos données et le volume de données n'est pas suffisant. Si la qualité est mauvaise et le volume n'est pas suffisant. Je vous redonne l'exemple de la fraude. Quand on est venu nous voir la première fois, avec un dataset avec 600 cas, on ne pouvait pas se permettre d'avoir une IA ou un modèle de ML qui allait fonctionner correctement. Donc, c'est l'input vraiment de vos modèles qui va être le plus important. Et travailler avec vos analytics engineers, travailler avec vos data engineers pour avoir des bases de données qui sont structurées, qui sont complètes, qui sont de bonne qualité et documentées, parce que ça va être vraiment le nerf de la guerre. L'IA, ça va arriver au-dessus de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on parle beaucoup de cas d'usage IA, on parle peu de cas d'usage data. Chez nous, donc, on a en effet 17 applications basées sur de l'IA, du ML, etc. Mais on a aussi beaucoup de cas d'usage où on apporte de la valeur à nos utilisateurs en se basant déjà sur l'exploitation de nos données. Et je vais reprendre l'exemple de la supply, donc sur l'expérience de nos marchands reconditionneurs. On a un back-office où ils viennent déposer leurs produits, etc. Et sur ce back-office, on va énormément leur pousser des forecasts de vente. On va leur dire, dans la semaine prochaine, tu vas faire 1500 ventes sur ce produit, sois prêt en termes de stock. On va aussi pousser des opportunités en termes de sourcing. La semaine prochaine ou le mois prochain, on s'attend à vendre cette référence de Lenovo, donc achète-en et reconditionne-en. Donc voilà, donc il y a plein d'insights comme ça qu'on donne avec de la donnée à nos clients et à nos marchands et qui rapportent énormément de valeur. Par exemple, nos marchands, ils sont beaucoup plus intéressés par ces insights au final que par les agents qu'on leur fournit, qui vont répondre à leurs réponses, etc. Donc voilà, be data-driven first. Mon deuxième point, et ma slide sera peut-être obsolète dans 6 mois ou dans 1 an, c'est que pour le moment, la Gen AI, pour nous, n'est pas toujours la meilleure solution. Je pense que ça représente maintenant quand même plus de 50% de nos cas d'usage data IA. Mais si j'essaye de classifier mes différents cas d'usage en 4 grandes parties, je vais avoir du forecasting, je vais avoir de la recommandation, je vais avoir de l'agentic, donc tout ce qui est la compréhension du langage et des images, et je vais avoir du clustering. Là où la Gen AI va être très forte, ça va être sur la partie recommandation et agentic.
En revanche, j'ai beaucoup de cas d'usage où passer par du machine learning classique, ça va être encore plus performant en termes d'output, mais également plus contrôlable. Donc on sait exactement, on sait plus l'évaluer, on sait plus ce qui va ressortir de ce modèle. Et du coup, on va avoir tout intérêt à aller vers là. C'est notamment le cas de la fraude. Donc voilà, donc GenAI, on en a énormément parlé aujourd'hui, mais n'hésitez pas à explorer un peu, si vous avez les profils dans votre entreprise, des méthodes de machine learning un peu plus traditionnelles qui fonctionnent encore. Mon troisième point sur Be Data Driven, not just AI Driven, ou je ne sais plus comment je l'avais appelé, mais c'est que construire un produit data IA, au final, et je pense que je ne suis pas la première à le dire aujourd'hui, c'est comme construire n'importe quel autre produit. On part toujours d'un problème. Quel est le problème de mon utilisateur, de mon marchand, de mon client? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je veux résoudre? Quel est mon sizing d'impact? Combien je pense que je vais rapporter en revenus, en ROI, en satisfaction client pour mon entreprise? Ensuite, je vais designer une solution en tant que PM. Et je vais enfin réfléchir à la complexité technique et je vais aller en parler à mes équipes tech. Donc ça, c'est le point d'une construction de n'importe quel produit. Ce que je vous recommande, c'est de continuer à faire exactement la même chose. Il y a peut-être dans le design the solution où la petite différence, c'est que vous allez penser, vos itérations de votre produit vont souvent intégrer des modèles basés sur des règles simples, sur du SQL en premier lieu, de façon à avoir des baselines et à pouvoir vous comparer vos modèles d'IA juste après. Donc il y a quand même des petites spécificités là-dessus. Sur le Assess the Tech Feasibility, c'est la même chose. On vous demande peut-être une maturité data science IA un peu plus grande pour notamment être capable de mesurer la qualité et le volume de vos données que vous allez donner à votre IA, pour être capable de comprendre quelle est la granularité de la prédiction qu'on vous demande. C'est-à-dire que venir prédire si une commande sur back market spécifique va être défectueuse ou non, c'est plus compliqué que venir prédire le montant total, le pourcentage de mes commandes défectueuses sur back market. Donc au plus on est dans le petit, au plus c'est compliqué. Ça vous demande également de comprendre un peu plus comment ces modèles de data science, d'IA, vont être intégrés dans votre tech stack. Donc, est-ce qu'on vous demande une prédiction en temps réel? Est-ce qu'on vous demande une prédiction par batch? Comment ça va être intégré avec le reste de votre site ou de votre app? Donc, quelques petites différences là-dessus, mais globalement, le process et le chemin de pensée restent le même. En conclusion de cette présentation, je vous rappelle les 3 grandes vérités qui nous ont servi. Il y en a sûrement plein d'autres, mais voilà, be user-centric, not AI-centric, empower your team et data first, AI next. Et je vous remercie.